Bienvenue dans l'émission Les podcasts de la recherche stratégique, présentée par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts de la recherche stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Alexandre Tête, chercheur à la FRS, spécialiste des questions environnementales, mais également de la zone arctique. C'est d'ailleurs de cette région dont il sera question dans cette émission, et notamment des ambitions françaises dans l'océan Arctique. Bonjour Alexandre Tête. Bonjour Fabien. Avant d'évoquer les questions d'actualité, pourriez-vous nous éclairer sur l'histoire que la France entretient avec cette région du monde qu'est l'Arctique ? Alors la France a une histoire de plusieurs siècles avec l'Arctique, et c'est vrai que ne serait-ce qu'avec les histoires de Nouvelle-France, ou même une base que la France avait au nord du Svalbard qui s'appelait Saint-Louis, cette histoire remonte au XVIIe siècle. On pourrait retrouver aussi des tentatives de créer des comptoirs ou des routes commerciales auparavant, dès le XVIe siècle, mais c'est vrai que cet intérêt pour l'Arctique a surtout été consolidé par la vente et le trafic des fourrures avec le Canada. Au XVIIe. Et ensuite, le rapport de la France à l'Arctique est un rapport nourri dans l'imaginaire par des grands aventuriers, par des explorateurs, que ce soit au pôle Nord ou au pôle Sud d'ailleurs. Je pense à la Pérouse, je pense à Charcot, qui a disparu en Arctique d'ailleurs, dans l'océan Arctique. Je pense aussi à Paul-Émile Victor, qui a donné son nom aujourd'hui à l'Institut polaire français. Et en fait, la France, ensuite, s'est construite une réputation de qualité de recherche polaire, notamment grâce aux questions climatiques, puisque ce sont des chercheurs français, Lorius, Jouzel, qui ont vraiment été parmi les grands découvreurs du changement climatique, notamment suite à des carottages en Antarctique, au pôle Sud. Et finalement, les complémentarités de recherche qu'il peut y avoir entre les deux pôles ont assis la réputation de la recherche polaire française, mais qui touche aussi l'Arctique. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs centaines de chercheurs qui partent dans le Grand Nord. Donc la France a par exemple au sein du village de Nuelsen, 2 pavillons au Svalbard, l'archipel arctique norvégien, qui accueille en gros la moitié des chercheurs français qui sont soutenus logistiquement par l'Institut polaire français, l'Institut Paul-Émile Victor. Et ensuite, il y a toute une série de liens institutionnels ou parfois intrapersonnels noués entre des centres de recherche ou des chercheurs pour être accueillis et faire des terrains en Arctique. Il est vrai que, à la différence peut-être de terrains dans des espaces plus méridionaux, la logistique polaire est vraiment très dimensionnante, très chère. Voilà. Donc le lien à la France est un lien lié à l'imaginaire, lié à la recherche, qui est ancien et reconnu pour la recherche scientifique. Reconnu au niveau mondial ? Tout à fait, la recherche française, et notamment en sciences climatiques, avec des extensions polaires, fait vraiment partie de ce qui se fait de mieux dans le monde. On le voit par exemple à travers des études bibliométriques, en fonction du nombre de publications, mais aussi de citations de nos articles. Et malgré, c'est vrai, un manque d'investissement en matière scientifique, la recherche française garde une excellence, mais c'est vrai qu'il faudra sans doute investir, miser sur la recherche polaire et notamment arctique pour soutenir cette excellence dans le futur. Et alors pourquoi la France s'intéresse-t-elle à l'Arctique aujourd'hui ? Quelle est sa place au niveau régional et quelles sont ses ambitions ? Alors c'est vrai que la France là-dessus a peut-être suivi une sorte de montée d'intérêt ou un intérêt attisé pour l'Arctique. Cet intérêt est porté surtout, je crois, par 2 pays, la Russie et la Norvège. Ensuite, il va trouver une résonance plus ou moins forte dans les autres, je dirais aussi au Canada tout de même, et pour une moindre mesure, en Finlande, en Suède, aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de redécouvrir leur façade arctique de manière beaucoup plus active. Alors, le point d'entrée pour comprendre les questions arctiques, c'est justement le changement climatique. En tout cas, les évolutions assez radicales de l'environnement naturel arctique qui font qu'il est plus accessible. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, il y a 2 faits marquants, je crois, qui illustrent
un attrait pour l'Arctique, c'est en 2007 ce fameux planté de drapeaux en métal au fond de la mer, sous le pôle Nord. Donc on était à plus de 4000 mètres de profondeur. C'est les Russes qui ont posé avec un petit sous-marin ce drapeau très symbolique. Donc même s'il n'y avait aucune conséquence juridique, ça montrait juste qu'il se passait des choses et que souvent les chancelleries, les ministères de la Défense n'avaient pas forcément anticipé les transformations étaient en train de s'opérer en Arctique. Le deuxième, c'est sans doute une étude de 2008 par l'équivalent américain du Bureau des ressources géologiques et minières, du SGS, qui a, à partir d'une étude probabiliste, a voulu dire qu'il y avait une bonne partie des réserves en gaz et en pétrole non découvertes en Arctique. Alors même si cet article a été largement, donc c'était un petit document de 4 pages, mais qui a été repris, et encore aujourd'hui dans tous les rapports qui traitent d'Arctique, et c'est vrai que même s'il a été invalidé pour une large part, puisque cette approche probabiliste n'a pas été vérifiée de manière probante, par des forages, donc des entreprises ont rendu leur licence d'exploration ou même leur licence d'exploitation parce que c'était trop cher. En fait, cette étude a construit l'idée d'un Arctique comme un Eldorado à découvrir. Et on rejoint finalement le sentiment que d'un Arctique qui était une marge du monde, une périphérie, ça devient une sorte de front pionnier d'un espace à coloniser, comme s'il n'y avait rien. Donc c'est faire abstraction aussi des populations autochtones, des gens qui habitent la région arctique. Voilà. Donc une fois que ce panorama a été posé, donc il faut reconnaître que pour la Russie, c'est un sujet, le développement de l'Arctique, et notamment de l'exploitation des ressources gazières et bientôt pétrolières, c'est une priorité nationale. L'Arctique doit déjà représenter environ 15% du PIB de la Russie. C'est absolument colossal, c'est-à-dire que l'avenir fiscal, financier de la Russie, aujourd'hui, c'est en Arctique qu'il est en train de se construire, avec des objectifs politiques extrêmement forts. Donc, on a tous peut-être entendu parler de champs gaziers de Yamal. Il va y avoir Guédan juste en face. Il y a des champs pétroliers colossaux, on parle de 100 millions de tonnes par an. Voilà, dans la prochaine décennie. Donc l'avenir gazier et pétrolier se trouve là. Et il est aussi porté, du coup, il a une incidence, c'est le développement du trafic maritime. Donc souvent, on entend parler de l'Arctique comme une zone de transit intercontinental pour relier notamment l'Asie et l'Europe. On s'aperçoit surtout que le trafic est porté par le développement de l'exploitation du gaz et du pétrole. Donc en fait, c'est un trafic qui part de Russie pour sortir des ressources exploitées en Russie. Et c'est l'essentiel aujourd'hui du volume transporté sur la route maritime du Nord. Et sans doute que ça va le rester, puisque des grandes compagnies de transport maritime comme CMA CGM, MSC ont annoncé qu'elles renonçaient dans le futur à utiliser ces routes maritimes. Donc il y a ça. Pour la Norvège, c'est à peu près la même chose. La Norvège a un modèle d'État social qui nécessite d'être largement financé par les hydrocarbures. Et donc en fait, le développement sans doute des nouveaux champs se passe dans des zones, on va dire, à la lisière de l'Arctique et peut-être dans le futur en Arctique. Voilà. Donc du coup, je crois que la France là-dessus n'a pas une légitimité directe, elle n'a pas de possession en Arctique. Simplement, ça devient un sujet international, c'est-à-dire que finalement, on doit se positionner sur la gouvernance de l'Arctique, sur le statut juridique des routes maritimes arctiques, par exemple, même si ce n'est pas encore un enjeu suffisamment saillant pour qu'on aille croiser le fer avec la Russie ou le Canada qui ont des visions très exclusives et, on va dire, largement contestables du droit international de la mer. Donc du coup, voilà, c'est un des sujets sur lesquels on doit se positionner. Et puis, nous avons des entreprises, je pense entre 150 et 200, entre des PME et des gros groupes aussi comme Total, extrêmement actifs à Yamal dans la construction de bateaux. Voilà, il y a un intérêt militaire pour la France, c'est-à-dire que la France contribue à la lutte anti-sous-marine pour aussi sa propre crédibilité de la dissuasion nucléaire française. Et donc, avec le recul de la banquise, on est tenté d'aller toujours un peu plus au nord de l'Atlantique Nord, aux lisières de l'Arctique, pour effectivement faire des missions de nature militaire. Voilà. Donc, voilà, la France a un intérêt politique, un intérêt militaire, un intérêt économique, et puis bien sûr, il y a le soutien à la recherche. Voilà. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel. En fait, la recherche est un passeport diplomatique incontournable aujourd'hui pour avoir un accès aux arènes arctiques, et notamment au Conseil de l'Arctique.
et que, en fait, la France va devoir se poser la question d'une stratégie de recherche arctique, ou plutôt globalement d'une stratégie arctique globale, pour maintenir cette excellence de la recherche arctique française, et polaire en général. Mais disons que c'est à faire. Pour revenir sur ce point, quels sont les moyens institutionnels qui sont mis en œuvre par l'État français pour assumer ces ambitions? Alors, effectivement, c'est là qu'on voit que l'intérêt pour l'Arctique n'est pas encore consolidé. Il y a pourtant eu une feuille de route nationale sur l'Arctique qui a été publiée en 2016, qui faisait l'objet d'un travail interministériel, incluant aussi des agences françaises comme l'IPEV, les instituts de recherche comme l'IFREMER, etc. Ce document n'a pas été endossé, n'a pas été mis en œuvre, il y avait de moyens dédiés. Et en fait, l'Arctique reste un peu un parent pauvre. On voit qu'il est encore compliqué de convaincre de l'intérêt pour la France d'investir les questions arctiques. Souvent, c'est perçu comme un intérêt indirect ou alors du secteur privé. Bon, bien sûr pour les militaires, mais à la limite, on est vraiment à la limite entre Atlantique Nord et Arctique pour les questions militaires. Et donc les moyens institutionnels sont très limités. C'est-à-dire que, vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous allez avoir la direction des affaires juridiques qui suit les questions à la fois arctiques et antarctiques. Mais en général, c'est une personne qui s'occupe de ces deux énormes domaines. Vous allez avoir quelqu'un qui va s'occuper des programmes de recherche, une autre personne. Vous aviez, il y a encore quelques semaines, l'ambassade des pôles. Et quel que soit le bilan qu'on peut dresser de l'ambassade de Madame Royal, il faut reconnaître qu'elle avait très peu de moyens. C'est-à-dire que, hormis un secrétariat, un chargé de communication, elle n'avait qu'un chargé de recherche sur ces questions polaires. Donc, ce qui montre effectivement que ce n'est pas un sujet qui est considéré comme prioritaire. Au ministère de la Défense, alors, le ministère de la Défense soutient depuis 4 ans un programme qui s'appelle l'Observatoire de l'Arctique, qui est piloté par la FRS avec différents centres de recherche français, le CEARC à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'IRIS, il y a le GEJ Nordique, une association de jeunes chercheurs basée à Normal-Sup, ou encore l'École nationale supérieure maritime de Marseille. Et donc, ce qui montre un intérêt arctique, mais on s'aperçoit que ce soit au commandement atlantique, que ce soit à la DGIRIS, que ce soit à l'état-major de la marine, ou au service hydrographique, océanographique de la marine, il n'y a pas de personne dédiée aux questions arctiques. Vous voyez ? Donc c'est toujours un portefeuille supplémentaire qui montre un intérêt, mais ce n'est pas un intérêt au premier chef, au premier titre des missions des opérateurs. Au ministère de la Recherche, il y a vraiment personne. Au ministère de l'Environnement, il y aura quelqu'un qui traitera des aspects arctiques des différents dossiers, mais à nouveau, ce n'est pas son premier métier. Donc il n'y a pas d'engagement institutionnel, et je pense que notamment, c'est un problème au niveau des ambassades françaises dans les différents pays arctiques, parce qu'il n'y a pas de vision commune à porter, et souvent c'est l'ancienneté, la relation bilatérale qui va dicter la relation de la France à l'Arctique, mais du coup elle n'est pas cohérente d'un pays à l'autre, il n'y a pas de vision portée. Et quels pourraient être les prochains objectifs de la politique française dans l'océan Arctique? Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire. Je crois qu'il y a un vrai besoin d'unifier les positions françaises. Donc, il faudrait sans doute au moins mettre à jour la feuille de route de 2016. Peut-être s'agit-il d'un nouveau document. C'est vrai que la feuille de route de 2016 était un document dont notamment un chapitre a été reçu plutôt avec circonspection par des pays arctiques, dans le sens où c'était un chapitre qui disait qu'à la fois la France reconnaissait, avait de nombreux devoirs en Arctique, reconnaissait évidemment tous les espaces de souveraineté maritime, terrestre, il n'y avait aucune tension là-dessus, mais elle disait que c'est aussi un espace où on a des droits, où il y a le droit international qui s'applique, notamment le droit international de la mer, où il y a des sujets d'intérêt qui dépassent les seuls pays arctiques, et d'une certaine manière, la France disait, l'Arctique ne doit pas être géré uniquement par un club d'États riverains de l'océan ou des 8 États membres de l'État arctique. Et donc, elle le disait de manière encore diplomatique, mais finalement assez forte pour l'époque. Alors, même si on peut être d'accord avec ce diagnostic, peut-être qu'il faut un document plus souple sur cette question-là. Je crois qu'il y a une question aussi de convergence des moyens, puisque ce n'est pas encore une région prioritaire. Sans doute qu'il faut essayer de voir comment on peut faire agir acteurs militaires, privés, de la recherche, par exemple pour la question de formation, réfléchir au sujet sur lequel
on pourrait avoir une plus-value aujourd'hui en Arctique, par exemple sur le secours en mer, sur l'aide à la dépollution. Finalement, montrer qu'on peut être un acteur de l'Arctique, pas à titre principal. On n'a pas un littoral sur l'océan Arctique, mais il faut bien reconnaître que la France est sans doute le pays non arctique le plus actif sur le plan militaire dans cette zone. On envoie régulièrement des sous-marins, des bateaux de surface. Il y a un précédent qui était unique depuis 1940. On a fait traverser en septembre 2018 un bateau militaire qui a emprunté toute la route maritime du Nord, ce qui a assez déplu aux Russes a posteriori. Maintenant, ce serait sans doute extrêmement compliqué de refaire la même chose, mais qui montre une certaine expérience. Non pas qu'on ait une flotte adaptée et dessinée pour les conditions polaires, mais on apprend à quel moment et comment on peut faire évoluer nos bateaux dans cette zone. Et finalement, on a une vraie force de projection maritime, terrestre, aérienne dans cette zone, sans doute avec le soutien logistique de pays alliés. Donc la France a quand même des intérêts à faire valoir. Je pense qu'une des mesures les plus urgentes, c'est un soutien à la recherche polaire française. Hein, ça reste le sujet de la source de légitimité numéro 1 pour la France. Il faut vraiment la conforter. Et on voit là-dessus que les Néerlandais, les Allemands sont beaucoup plus efficaces, aussi en termes de publication, de citation. Il y a une vraie politique coordonnée. Sciences sociales, sciences dures, par exemple, réunir ces deux matières, en tout cas les gérer en ayant conscience qu'il faut avoir une vision des chercheurs qui partent, aussi bien en Russie, au Canada, aux États-Unis, aux Svalbard, assez exhaustive. Je pense que ce n'est pas du tout le cas en sciences sociales, par exemple, où souvent les étudiants se débrouillent avec des s'auto-finançant pour partir à droite et à gauche. Voilà. Alors après, il y a des questions plus délicates, comme le soutien à nos entreprises. Donc là, je crois que ça relève vraiment de la diplomatie d'influence et de la diplomatie économique, qui est un des axes structurants du développement du Quai d'Orsay. Après, je pense que des sociétés comme Total arrivent bien à se débrouiller sans un soutien politique direct, puisqu'on voit que effectivement les relations entre la France et l'Union européenne et la Russie sont quand même aujourd'hui un petit peu assombrie, mais assez logiquement par les sanctions économiques adoptées après la guerre de Crimée. Ça n'a pas empêché Total de développer ses activités et d'aider aussi la Russie à exploiter dans des délais qu'on ne pensait pas tenables et parfois en avance ce champ de yamal essentiel à l'économie, au développement de l'économie russe et de l'Arctique. Voilà, donc peut-être qu'il y aura des choses un peu plus coordonnées à faire. Il faudra voir quels acteurs veulent y participer. Voilà. On pourrait aussi se demander qui pourrait porter un tel document, en tout cas le mettre à jour, le construire et ensuite essayer d'appliquer avec des moyens à la fois humains et financiers une politique arctique. Donc est-ce qu'il faut nommer un ambassadeur très politique, au même titre que Michel Rocard ou Ségolène Royal, qui étaient des hommes politiques de premier plan, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres ambassadeurs arctiques, y compris des pays arctiques. Donc peut-être qu'il faut retomber à un niveau d'implantation inférieur, voire avoir peut-être quelqu'un à l'échelle, j'ai envie de dire quasiment technique ou diplomatique, qui soit quelqu'un qui arpente tous les forums liés à l'Arctique, qui fasse vraiment un travail de terrain, de fourmis, qui représente la France de manière beaucoup plus systématique. Donc ça suppose quand même des moyens, du temps, voilà, une vision. Après, il est vrai que l'Arctique nécessite aussi, à mon avis, quand même un coordinateur à l'échelle politique pour animer un peu toute cette diplomatie de couloir, porter des messages forts. Donc peut-être quelqu'un qui serait à une échelle inférieure à un ministre ou un premier ministre, bien sûr, mais au moins peut-être un représentant d'État, un ambassadeur de haut niveau, qui a une légitimité à l'international sur des sujets environnementaux. Alors, la France a été confortée, par exemple, sur les questions arctiques, par sa diplomatie climatique. C'est vrai que le succès diplomatique au moins, même si on peut critiquer les résultats sur le fond de la COP21, ont contribué quand même à un certain prestige de la diplomatie française et de la science française d'ailleurs aussi, accessoirement. Et donc peut-être on pourrait nommer quelqu'un qui a été un artisan de la politique climatique mondiale sur les questions arctiques, par exemple. J'ai pas de nom en tête, j'ai pas de profil en tête en particulier, mais c'est vrai que ça pourrait être une logique assez cohérente. Et pour finir, on a parlé de la France, mais quelle place pour l'Union européenne en Arctique ?
Alors c'est vrai que l'Union européenne faisait déjà partie, il y avait un chapitre qui faisait partie de l'Union européenne en Arctique dans la feuille de route nationale sur l'Arctique française de 2016, et sans doute qu'effectivement il faudrait repenser un petit peu à comment, dans une logique de complémentarité des moyens à nouveau, des efforts, essayer d'appuyer la stratégie européenne de l'Arctique en construction. Pour l'instant, c'est une politique qui est toujours entre parenthèses. Il y a bien eu une déclaration conjointe il y a quelques années faite par la Commission, la haute représentante pour les questions d'affaires étrangères, etc., mais qui était finalement assez générale, qui n'a pas eu de conséquences pratiques, ce n'est pas une stratégie. On a pu croire, et j'en faisais partie, qu'il y aurait une fenêtre d'opportunité assez favorable au cours du dernier semestre 2019 avec la présidence finlandaise du Conseil européen. La Finlande, en plus, donc pays arctique, qui venait de présider pendant 2 ans le Conseil de l'Arctique. En plus, l'Union européenne avait créé son premier forum EU Arctique en octobre 2019 en Suède. Donc là, on avait 2 États membres de l'Union européenne qui montraient leur intérêt pour que l'Union européenne traite des questions arctiques. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi la nomination d'un premier ambassadeur pour l'Arctique qui était suédois, qui venait d'un pays arctique de l'Union européenne. Et donc finalement, il y avait plusieurs éléments favorables à cela. Finalement, tout cela s'est un peu dégonflé. Il n'y a rien eu de concret qui est sorti. On parle maintenant d'une nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'Arctique en 2020. Bon. Ce qui peut être intéressant quand même, c'est que la précédente ambassadrice pour les questions arctiques de l'Union européenne, qui s'appelait Mme Konings, a annoncé que l'Union européenne allait traiter des questions de sécurité. Les questions de sécurité, c'est une sorte de grand non-dit au sein du Conseil de l'Arctique. C'est-à-dire qu'au sein du Conseil de l'Arctique, on ne parle que des questions consensuelles. Et donc, hormis la sécurité au sens mou ou sécurité maritime, on n'a jamais parlé de questions de défense, par exemple, au Conseil de l'Arctique. Et donc là, ce serait une stratégie finalement assez habile européenne de dire finalement, on va parler des sujets qui sont peut-être plus compliqués, mais sur lesquels on a une vraie légitimité, parce qu'on a des pays membres de l'OTAN, on a des pays membres du Conseil de l'Arctique, au sein des États membres de l'Union, et ça permet d'occuper un créneau qui n'est pas traité, qui fait partie de la zone grise de la gouvernance arctique. Donc ça, moi je trouve ça assez habile, il faut voir exactement qu'est-ce qu'on met dedans. Est-ce que c'est des questions de défense? Est-ce que c'est à nouveau des questions pour essayer de coordonner des efforts, par exemple en secours en mer, mais là-dessus les États arctiques seraient très réticents. Et donc ça montre au final qu'il y a toute une série de forums, de sujets aujourd'hui qui essayent un petit peu de contourner la gouvernance arctique qui est très exclusive. L'Union européenne n'est toujours pas un membre observateur plein du Conseil de l'Arctique. On voit qu'elle était écartée politiquement et que ça plaît à beaucoup de pays, le Canada, la Russie. Et donc finalement l'Union européenne, de manière assez logique, elle participe à différents forums et conseils qui relient son espace nordique avec les questions arctiques. Elle a une vraie légitimité politique sur une partie de l'Arctique. Évidemment, elle n'a rien à traiter dans le détroit de Bering, par exemple. Mais il y a une vraie articulation nordique-arctique pour laquelle l'Union européenne a une légitimité. Elle est légitime sur la question scientifique, notamment en finançant des projets très ambitieux européens et internationaux. Elle est aussi présente au Groenland, par exemple. Et donc là, je pense que vraiment, il y a un effort de coordination à l'échelle européenne entre les différents États membres qui sont aussi observateurs du Conseil arctique, pour essayer d'avoir une vraie politique arctique européenne. Il y a des pays très actifs, je pense à la Pologne par exemple, dont on ne parle pas assez sans doute, mais qui a une vraie diplomatie arctique. Elle accueille en général tous les 2 mois les États observateurs pour faire un point sur les dossiers qui les intéressent, etc. Voilà. Donc là-dessus, on pourrait essayer de centraliser des initiatives à la fois néerlandaises, allemandes, françaises, britanniques bien sûr, polonaises, avec aussi nos États arctiques membres de l'Union européenne. Merci Alexandre Tête, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.